Ce soir à Enquête, après les loups de Wall Street, les loups de Montréal. Une incursion dans le monde des promoteurs boursiers. L'idée, c'est de faire croire que le titre vaut plus que ce qu'il vaut réellement. Donc, on crée une fausse demande. On a fait de l'argent, je dirais des millions. En 14 mois. Au chantier de la Romaine, Hydro-Québec fait un véritable cadeau à une entreprise forestière avec l'argent des contribuables. On a fait du profit à cet endroit-là. On veut savoir quelles ont été les raisons de ces dépenses-là. C'est le cas de le dire, il y a matière à enquête. Bienvenue à Enquête. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Ce soir, on vous emmène sur le chantier de la Romaine où on a découvert un contrat absolument inouï. Mais d'abord, on vous propose une incursion dans le Far West des penny stocks, ces actions à moins d'1 $. Un monde où des jeunes pros de la bourse deviennent millionnaires du jour au lendemain et où certains sont des champions de la manipulation d'actions. Après les loups de Wall Street, les loups de Montréal, qui sont loin d'être bêtes puisqu'ils ont réussi à mettre leur fortune à l'abri des autorités qui sont bien incapables de les épingler. En 2008, la crise économique secoue l'Amérique. Les bourses s'effondrent, la récession a des répercussions mondiales. Victimes de l'avidité des banques et de Wall Street, des millions d'Américains se retrouvent sans le sou, obligés de vendre leurs maisons à rabais et de se tourner vers les banques alimentaires. Les investisseurs se méfient des grandes bourses et ils sont nombreux à se tourner vers un marché de petites actions à faible valeur, les penny stocks. Ça ressemble à un casino. Les gens vont là pour prendre un risque et la méconnaissance, l'incompétence, l'appât du gain fait en sorte qu'il y a une communauté qui le rend dangereux. Une nouvelle génération de promoteurs boursiers, jeunes et branchés sur les réseaux sociaux, voit le jour sur le web. Making money on the internet. It's accessible now to anybody. I've been doing this almost 10 years now. Internet regorge d'offres plus alléchantes les unes que les autres. Deux jeunes loups de Montréal vont profiter de la vague pour faire des millions avant de disparaître dans la nature. Mais avant, ils auront croisé le fer avec d'autres personnages dans le domaine. Le vieux routier, les enquêteurs de l'AMF et un couple de promoteurs qui voulaient faire partie de la meute. Oui, c'est un auto qui est ici depuis juin 2010. Il n'a pas bougé depuis juin 2010. C'est la dernière fois que vous l'avez conduite? Oui. Dan Ryan a connu des jours plus heureux. On est coincé contre le mur. Ça fait 75 mois déjà. 75 mois sans assurance pour l'auto, sans assurance pour la maison, sans assurance vie, pas d'assurance pour le feu. Rien. En 2010, l'Autorité des marchés financiers a fait bloquer par les tribunaux ses comptes de banque. Une somme de 3 millions de dollars. Aujourd'hui, Dan Ryan et son épouse, Carol, font face à des accusations d'avoir manipulé le marché. Mais ils se défendent bec et ongles d'avoir enfreint les règles. Ryan a commencé comme courtier. Un jour, il décide de partir à son compte. Désormais, il s'occupe de propager sur Internet les bonnes nouvelles au sujet des entreprises afin d'attirer les investisseurs. En 2004, le couple fonde Downshire Capital. Downshire Capital, c'était une firme de consultation avec des petites compagnies qui cherchaient à avoir plus de visibilité. Downshire se spécialise dans la promotion de penny stocks, des actions qui s'échangent souvent à moins d'1 $. Il s'agit d'un marché hors bourse, parfois appelé pink sheet. On y retrouve des petites entreprises dont les titres se vendent de gré à gré. Les penny stocks, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Quand ces compagnies avaient besoin de visibilité, ils approchent des personnes comme nous autres. Mais le marché des penny stocks est hautement spéculatif. Contrairement aux bourses traditionnelles comme celles de New York ou de Toronto, ce marché n'exige pas de rapport financier ou de prospectus. Et donc, l'investisseur s'y aventure à ses risques et périls.
C'est un marché qui est plus dangereux dans le sens où il n'est pas beaucoup encadré ou peu. Et là-dedans, donc, on a les gens de tout acabit, de tous les profils, tout ça. Et comme on dit souvent, le penny stock, ça ressemble un petit peu, de façon péjorative, à un casino. Le fait d'être moins surveillé rend les penny stocks plus propices aux stratagèmes frauduleux. L'idée, c'est de faire croire que le titre vaut plus que ce qu'il vaut réellement. Donc, on crée une fausse demande. Donc, avec plusieurs individus ou un groupe d'individus, on va faire monter la cote. On va beaucoup en acheter, ce qui fait que la cote monte. S'il y a beaucoup de demandes par rapport à une offre, on le fait monter. On va le faire monter assez pour que les gens suivent par effet d'entraînement. Ah, ce titre est en train de monter, c'est le temps d'acheter. La seule façon de faire du gain sur un titre qui ne valent rien, il faut vraiment le faire gonfler beaucoup, un peu de levure, comme on dit. Donc, il faut vraiment qu'il gonfle vraiment pour qu'ensuite, quand on le met au four, il va tomber. C'est ce qu'on appelle le pump and dump. En tant que firme qui émet l'offre au public, on fixait la valeur initiale départ, puis on les revendait rapidement à des proches. Dans le film Le Loup de Wall Street, le courtier Jordan Belfort recrute des promoteurs pour convaincre les investisseurs d'acheter les actions, faisant ainsi gonfler la valeur. Le but est de tout liquider une fois la cote multipliée. Et les gagnants sont ceux qui ont prévu le coup. La vraie question est la suivante. Cette pratique était-elle légale? C'est pas interdit de dire que mon stock est le plus beau, c'est le magnifique, j'ai une idée géniale, c'est l'idée du siècle, j'ai trouvé le meilleur médicament au monde, la meilleure application, la meilleure voiture, et ainsi de suite. La tendance à l'exagération dans ce marché est extraordinaire parce que un stock qui coûte 50 sous, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va falloir qu'il invente une énormité pour faire croire qu'un jour, il va valoir 200 $. Donc, c'est pas interdit d'embellir. Le problème, c'est on n'a pas le droit d'embellir au point de manipuler un investisseur. Grâce au web, le bassin de joueurs en bourse explose. Les activités autrefois réservées aux professionnels sont maintenant accessibles à tous, en un clic. C'était révolutionnaire. Dès le début, on a vu les promoteurs de penny stock adopter Internet presque instantanément. Cela a révolutionné le secteur. Thomas Sporkin a été chef du renseignement auprès de la SEC, la Securities and Exchange Commission, l'équivalent de l'AMF aux États-Unis. Soudain, on a vu l'apparition d'un grand nombre de forums de discussion et de pourriels qui vantaient les mérites des titres. Parfois, ils savaient que c'était un jeu, qu'on gonflait la valeur de l'action, qu'il fallait investir tôt et revendre avant que ça ne s'effondre. Les gens plus jeunes qui aiment la bourse, il y en a beaucoup. C'est sur l'un de ces sites, Investors Hub, que Dan fait la rencontre d'un jeune étudiant en finance, Eric Van Nuyen. Dan est si impressionné qu'il l'embauche comme employé. Il aimait beaucoup le marché. Il vivait le marché. Il adorait le marché. C'était dans son sang. It was in his blood. Il était toujours le premier au bureau, le dernier à partir. Il travaillait le soir, il travaillait la fin de semaine, il travaillait tout le temps. Eric est dans la jeune vingtaine et il est ambitieux. Il cherche à peaufiner le modèle d'affaires de Downshire. Il propose de lancer un site Internet, un site consacré à la promotion de penny stock. ExplosiveStocks.com prend son envol. Il y avait toujours des idées. Des fois, c'était à l'envers. Il dit « Maybe we should do this. Maybe we should do that. » L'habitude, c'est la personne qui fait l'embauchage. Tu dis « Fais ci, fais ça. » Un des premiers coups de marketing est une réussite. Le nombre d'abonnés au site grimpe en flèche. On a fait le titre en décembre 2008, quand le monde fondait, la bourse plantait, puis notre site montait. On a dit « Wow, ça marche bien. » Les offres étaient très grosses. Tout à coup, from zero to hero, like magic. Malheureusement, le site a marché beaucoup meilleur qu'on s'entendait. Pourquoi malheureusement? Parce que on est assis aussi aujourd'hui à cause de cette journée-là où j'aurais pu dire « Non, je veux pas faire ». Dan et Eric reçoivent une commission sous la forme d'actions dont ils font la promotion. C'est ainsi que leurs comptes de banque se mettent à grossir. Eric, l'ex-étudiant et employé dans un restaurant sur la Rive-Sud, devient millionnaire. C'est là que ça a commencé à changer. Puis pour Eric, ça a changé rapidement. Il s'est allé à sa tête. Oups! Il s'est assis en avant de moi. Il dit je suis plus smart que toi. Je suis plus jeune. J'ai pas envie qu'on fasse affaire. Good luck. J'étais resté un peu surpris.
J'ai appelé ma femme, j'ai dit, ça a l'air qu'il s'en va avec tout. Il a déjà pris le site. Van Nguyen prend le contrôle du site et le couple décide de le poursuivre en justice. Mais c'était sans compter l'arrivée d'un nouveau personnage dans le décor, ou plutôt à la porte. Il frappe chez vous puis il dit... Lâche avec. Drop your case. Laisse tomber la poursuite. Yeah, or else, Or else what? You're gonna end up in the back of the trunk. Après la pause, un grand ami de Vito Rizzuto s'intéresse au penny stock. Je comprends pas ce que tu me demandes d'être associé. Ça m'a donné des problèmes. Eric Van Nguyen est poursuivi par Dan Ryan et Carol McEwen qui veulent récupérer leur site promotionnel. Mais l'arrivée d'un habitué des penny stocks vient contrecarrer leur plan. Tony Papa showed up à ma porte. Puis il s'est dit, peut-être c'est une bonne idée que tu donnes le site puis tu éteins ta poursuite légale contre Eric. Parce que moi, j'avais redevenir partenaire avec Eric puis John Babican. Puis on va se mettre ensemble. Puis c'est nous autres qui vont gérer Explosive Stock. J'ai dit, fuck, j'ai pas besoin de ce trouble-là avec des gens comme ça. Tony Papa est un homme d'affaires, propriétaire de salon de coiffure. Il a déjà eu une entreprise de recouvrement. Mais ce sont ses liens avec certains membres influents de la mafia qui ont attiré l'attention. L'écoute électronique de la GRC pendant l'opération Colisée avait capté une conversation au café Consenza où certains lieutenants parlaient de lui. C'est quand même pas banal d'être associé aux gens de la mafia. Mais le mot associé, c'est un grand mot. Je ne suis pas associé avec la mafia. Vito, tu es un très cher ami de moi. Je comprends pas ce que tu me demandes d'être associé. Ça m'a donné des problèmes? C'est quoi la question que tu me demandes? C'est quand même un peu bizarre que vous soyez un très bon ami de Vito Rizzuto. C'est quand même le top de la mafia à Montréal, là. Je ne fais pas partie de ses affaires. Est-ce que vous comprenez? J'ai pas de commerce avec Vito Rizzuto. Des amis personnels, c'est des amis personnels. On était des amis, mais ça finit là. Dan et Carol affirment qu'il est venu les menacer à 2 reprises, ce qu'il nie. Non, j'ai jamais menacé personne, spécialement Daniel Ryan. OK? Puis moi, j'ai fait des appels, j'ai fait des menaces. Pas du tout. Pas du tout. C'est tout dans la tête. L'alcool. Paranoïa. Il a tout inventé ça. Oh oui, complètement. Complètement. Quoi qu'il en soit, Dan et Carol décident d'abandonner la poursuite et ils cèdent Explosive Stock à Van Nguyen qui voulait partir en affaires avec Tony Papa. I'm out of here. Parce que je préfère ne pas avoir l'argent et ne pas avoir les problèmes et ne pas rester derrière d'une auto. Eric Nguyen, il a fini de travailler avec Daniel Ryan. Il est parti. Il voulait travailler avec moi. On s'est rencontrés, on a fait une nouvelle compagnie. Après 12 jours, on a fermé les portes que je ne voulais pas faire affaire avec Eric Nguyen. Pourquoi? Je ne voulais pas faire la même chose que Dan Ryan faisait. Like you said, manipulating stock or creating a value that wasn't there. I refused to do that. And I never did it either. On a fermé les portes. On n'a jamais fait affaire. On n'a même pas fait une deal ensemble. Dan et Carol font une croix sur cette aventure et lancent un nouveau site promotionnel, pennystockchaser.com. Do you dream of the freedom money can bring? Do you wish you had more money? Well, have we got news for you? We can help you pick a penny stock, and we can help you make more money. pennystockchaser.com. Le succès du site dépasse leurs attentes. Ils vendent des titres qui ont pris de la valeur grâce à leur promotion. How much money? Well, you might be surprised. On a fait de l'argent, je dirais des millions. Des millions? Ouais. En 14 mois? Ouais. Wow. Même votre chien trouve que c'est beaucoup. Ouais. Mais ça ne devait pas durer. En voulant régler l'addition au restaurant un matin de juin 2010, ils s'aperçoivent que leur carte de guichet ne fonctionne plus. L'AMF enquêtait sur leurs activités avec la SEC aux États-Unis et avait fait bloquer leur compte. Quand ils nous ont arrêtés, l'AMF dit « pump and dump ».
La définition de pump and dump, c'est que tu fais dans un temps limité, tu contrôles les nouvelles, on ne crée pas les nouvelles, que tu contrôles le montant de stock disponible. Penny Stock Chaser détenait peut-être 1%. C'est terminé pour Dan Ryan et Carol McEwen. Mais Eric Van Nuyen, lui, ne ralentit pas ses activités sur le web. Les sites promotionnels se multiplient. We provide our members with hot stock alerts that can soar over 1,000%. Et il va s'associer à l'autre jeune loup, John Babican, qui se livrait lui aussi à la promotion de penny stock en ligne. Il collectionnait les voitures de luxe, dont une Bugatti qui vaut 2 millions de dollars. Le jet privé, les maisons à Los Angeles, à Nassau, il ne se privait de rien. Il s'était acheté ce modeste cottage à Laval, mais planifiait passer à plus grand encore. Une maison de 10 000 pieds carrés qu'il voulait, à l'image de celle de Tony Stark dans le film Iron Man. Ça va commencer ici, jusque-là, avec l'entrée de garage ici. Et vraiment, il est comme un petit gars qui a un rêve. Il avait l'argent pour réaliser ses rêves. Les excès de John Babican lui ont valu l'attention du fisc. En 2012, Revenu Québec va chercher à récupérer 6 millions de dollars en cotisation. C'était avant que l'Agence du revenu du Canada ne réclame de son côté plus de 15 millions de dollars. Mais John Babican n'était déjà plus au pays, il avait élu domicile à Monaco. En 2014, la SEC dépose des accusations contre un nouveau groupe de promoteurs boursiers pour une fraude de type pump and dump de plus de 200 millions de dollars. Parmi eux, Eric Van Nuyen et John Babican. Le fait de réussir à faire augmenter la valeur de 5 titres à 200 millions de dollars est exceptionnel. C'était presque du jamais vu durant la période où je travaillais là. 3 ans auparavant, l'AMF avait ouvert une enquête sur les activités boursières de Babican. Il ne s'est jamais présenté à une convocation pour un interrogatoire et ses comptes de banque se trouvent à l'étranger. Eric Van Nuyen, lui, est passé par les bureaux de l'Autorité des marchés en 2011. On l'a interrogé dans le cadre de l'enquête qui visait Dan et Carol. Nous avons obtenu la transcription de l'interrogatoire. So we do have reason to believe that you participated in a market manipulation scheme contrary to Section 195(2) of the Quebec Securities Act. Do you understand that anything you say can be used against you in a court of law or tribunal? Do you understand? I understand. Et même si on le soupçonne de manipulation boursière, Van Nuyen n'a fait l'objet d'aucune mesure. En 2016, la révélation des Panama Papers étalait au grand jour les noms des actionnaires de plus de 200 000 sociétés offshore, dont Eric Van Nuyen. Nos collègues de la CBC ont contacté le chef des enquêtes de l'AMF qui était en place à l'époque. Aujourd'hui, il est en pratique privée. Puisque le reportage porte sur l'organisme et sur Van Nuyen, il a refusé de donner une entrevue à la caméra. If you were not doing a report on my client, I will be glad to answer all your questions about anything. But because we're doing a story that will involve Mr. Nuyen, you can't talk to us. Yeah, that's right. So you did represent Mr. Van Nuyen, you just can't talk to him because of client confidentiality. I cannot confirm nor deny that information. Nous avons approché l'AMF pour comprendre comment s'étaient déroulées les enquêtes. Mais comme le dossier de Dan et Carol est devant les tribunaux, on a préféré ne pas commenter. Quant à Van Nuyen, il serait toujours au Canada, mais nos nombreuses tentatives pour le joindre sont restées vaines. Quelle est la capacité d'un régulateur comme l'AMF d'accrocher toutes les penny stocks, tout ce qui se passe sur un marché? On peut espérer qu'ils puissent couvrir tous les produits, mais on sait que matériellement, ils ne peuvent pas. Vu la venue de l'espace numérique, de la société digitale, tout ça, on sait qu'ils ne peuvent pas. Donc, quand j'ai la chance de trouver un cas ou une situation où ils sont facilement, on dit entre guillemets, attrapables, donc je le fais immédiatement, versus si je veux attraper quelqu'un qui a des comptes de banque offshore, ci et ça, puis qui transite aux États-Unis, à Londres et à Singapour, un peu plus difficile. Comment vous expliquez qu'on vous arrête, vous, qu'on vous accuse, vous, mais pas les autres? Je pense que c'est motivé par le fait que tout le monde a pris leurs actifs et ils ont mis offshore. Et l'AMF ne peut pas saisir d'argent qu'ils n'ont pas accès. Carol et moi, on est 100% convaincus qu'on n'est pas les gens qui ont dit qu'on est.
On n'a pas fait les choses qu'on dit qu'on est. Puis éventuellement, ils disent en anglais, the truth has to matter. Mais ça, ce sera à la Cour d'en décider. Et leur procès n'aura lieu qu'en février 2018. Au retour, on vous montre ce qui se passe au chantier de la Romaine, où Hydro-Québec a fait tout un cadeau à une compagnie forestière. Ça revient à combien en moyenne au Québec? Autour de 60-65 $ du mètre cube. Donc, sur la base de ce calcul-là, vous arrivez au double. On est de retour pour le deuxième reportage. C'est le plus gros chantier au pays et on en parle très peu. Le chantier hydroélectrique de la Romaine progresse vite, mais notre équipe a découvert un gaspillage éhonté. On a coupé assez d'arbres pour remplir l'équivalent de 1500 camions remorques. Et en ce moment, ce bois est en train de carrément pourrir sur le bord de la route. Et attendez de voir combien Hydro-Québec nous a fait payer pour ce contrat. La rivière Romaine, sur la Côte-Nord, une des dernières rivières sauvages au Québec. Hydro-Québec est en train de la harnacher. C'est le plus gros chantier au pays. Des forêts intouchées sont à déboiser pour créer les réservoirs. C'est un peu comme du cognac, c'est-à-dire que ce sont des arbres qui ont poussé très, très lentement. Et ça donne des propriétés physiques qui permettent de faire des produits de très haute gamme. Nous avons découvert qu'Hydro-Québec a payé 2 fois plus cher que la moyenne pour déboiser le réservoir de Romaine 2. Un contrat de plusieurs millions de dollars amène les deniers publics. Un véritable cadeau qui n'a pas profité aux Inuits, mais plutôt à un géant de l'industrie forestière. Mais on a fait du profit. On a fait du profit dans ce contrat-là. Aujourd'hui, la dernière scierie de la région est fermée. Ça, le bois il est tout fendu, puis même au sillage, c'est plus bon. C'est vraiment juste bon pour faire du bois de chauffage. Là. Depuis, des dizaines et des dizaines de milliers de mètres cubes de bois s'accumulent sur le bord de la route qui mène au chantier. Abandonné. De quoi remplir 1500 camions remorques. Il pourrait servir de bois de chauffage, mais lorsqu'on pose la question à Hydro-Québec pour avoir du bois de chauffage pour la région, ils nous disent que c'est trop compliqué. Du bois de valeur marchande coupé à grands frais. Comment expliquer ce gaspillage? C'est le cas de le dire, il y a matière à enquête. Nous sommes en plein Nitassinan, le territoire ancestral des Inuits. Pour lancer le projet qui va bouleverser leur territoire à jamais, Hydro-Québec a l'obligation de s'entendre avec les Autochtones. La Première Nation Innu de Natashquan voit dans ce projet une opportunité formidable de bâtir un avenir meilleur pour ses enfants. Natashquan, ou Nutaquan, comme disent les Inuits, pour différencier leur communauté de celle de Gilles Vigneault. Hier encore, des chasseurs nomades. Aujourd'hui, 1000 personnes tentent de se faire une nouvelle vie. Le chômage est endémique, les besoins immenses. En 2008, les Inuits de Nutaquan sont les premiers à signer une entente avec Hydro-Québec, qui s'engage à leur donner 60 millions de dollars en contrat, au minimum. Les Inuits misent sur le déboisement des futurs réservoirs hydroélectriques pour leur apporter la richesse. Mais là, on est quand même pas mal à l'est de cette île. Là. Oui. Il y a vraiment du bois à récupérer? Ah oui. C'est du bois de sciage. C'est surtout de l'épinette. Il y a à peu près 1/3 de sapin, 2/3 d'épinette. Jean-François Côté a fait l'évaluation pour Hydro-Québec du bois à couper au chantier de la Romaine. Ce sont des terres publiques que le gouvernement interdit d'ennoyer sans avoir récolté les arbres de valeur marchande. C'est une belle forêt. C'est une forêt qui est parvenue, je dirais, à l'âge de maturité. Luc Boutillier a marché cette forêt comme ingénieur forestier. L'idée, c'est de faire de la place pour permettre un aménagement hydroélectrique. Alors, c'est pas une entreprise forestière conventionnelle. Hydro-Québec donne le contrat de gré à gré à PFI, une co-entreprise des Inuits avec Rémabec, un géant de l'industrie forestière.
C'est une pratique qu'on a avec les Inuits dans la perspective du développement, de les faire profiter de l'installation d'Hydro-Québec, de barrages, de structures, etc. Donc, si ça avait été Rémabec, vous n'auriez pas donné un contrat de gré à gré. C'est clair. C'est parce que c'est avec les Inuits. Exact. Même s'il s'agit d'argent public, il nous a fallu près de 2 ans de démarche avec la loi d'accès à l'information pour obtenir quelques chiffres concernant le contrat. Pour Romaine 2, le plus gros des chantiers, le contrat de déboisement est de plus de 34 millions de dollars, 11 654 à l'hectare, pour récolter les beaux arbres. Mais est-ce un prix régulier? Le coût du bois ou le coût de l'approvisionnement, c'est comme le tabou dans l'industrie forestière. C'est comme demander le salaire à quelqu'un. Pour briser ce tabou, nous avons consulté un 3e ingénieur, Luc Lebel, justement spécialisé dans les opérations forestières. Ça revient à combien en moyenne au Québec? Autour de, en général, 65 $ du mètre cube livré aux usines. 65 $ en moyenne au Québec. Une étude récente le confirme. Mais comment comparer avec le prix à l'hectare fourni par Hydro-Québec? Ce que je vois ici, c'est que là, c'est un peu fort. Selon l'évaluation de la densité de la forêt, le nombre d'arbres à l'hectare, le prix qu'Hydro-Québec a accepté de payer au mètre cube varie de 116 à 128 $. Pas mal plus cher que 65 $, la moyenne au Québec. Donc, sur la base de ce calcul-là, vous arrivez au double. On veut savoir quelles ont été les raisons de ces dépenses-là. Donc, parce que dans le cas d'une exploitation telle qu'on l'imagine, ça coûte moins cher que ça, et ça, c'est bien documenté. Nous savons que la négociation du contrat a débuté sur une estimation des coûts à peine plus élevée que la moyenne québécoise, même en tenant compte de l'éloignement et des difficultés du terrain. Pas le double. Pour vous assurer qu'on est vigilant à le faire au meilleur coût possible, ça reste un projet très intéressant à faire, avec des coûts de déboisement plus élevés que ce qu'un industriel forestier pourrait faire. L'industriel forestier, en plus des coûts de récolte, paie pour le transport du bois, les chemins et les redevances à l'État. Ici, il n'y a pas eu de redevances à payer, ni de frais pour le chemin principal construit pour le chantier, ce qui réduit d'autant les coûts. Au final, les Québécois ont payé au moins 2 fois plus cher pour déboiser Romaine 2. Un avantage à PFI d'au moins 15 millions de $. Pourtant, à Nutaquan, les Inuits se demandent où sont passés les profits. Depuis la signature de l'entente avec Hydro-Québec, Nutaquan a élu un nouveau chef. Comme j'ai dit, là, on est en mode aussi de prendre nos contrôles de nos entreprises. Une reprise de contrôle, car l'ancien chef avait permis à Rémabec de prendre les décisions au nom de PFI depuis son siège social à Latuc. Dans les communications écrites avec Hydro-Québec, le conseil de bande Innu n'est jamais en copie. Le réveil est brutal, une véritable gueule de bois. Il n'y a pas d'argent dans les coffres. Est-ce qu'on retrouve des revenus de Rémabec? Non. Moi, j'en ai pas vu. Le comptable des Inuits a mis 1 an à rapatrier les bilans financiers du partenariat PFI. J'ai pas vu le groupe Rémabec. J'ai pas vu de retombées de produits forestiers Inuits. J'ai pas vu de retombées de Scierie Rivière-Saint-Jean. Mais par contre, j'ai vu des camions se promener sur la route. Fait que c'est sûr que le bois est allé quelque part. Ce qui m'a surpris dans les chiffres que j'ai vus de Rémabec, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises liées. Fait que c'est facile de couper le bois, faire affaire avec leur compagnie qui fournit des équipements, de location d'équipements, gros honoraires de gestion. Il y a des opérations mystérieuses, là, puis ça prend quasiment un doctorat pour pouvoir aller chercher la vérité sur le contenu des partenariats. Puis ça, là, ça a des incidences sur l'avenir de la communauté Innu de Nutashquan. Le contrat a été signé avec PFI, la coentreprise Innu-Rémabec. Mais lors de la négociation, Rémabec avait le gros bout du bâton. Son grand patron nous a rencontrés avec un de ses vice-présidents et son directeur des communications. On avait déjà fait des affaires dans Péribonka, avec Hydro-Québec. Québec était intéressé de nous avoir aussi.
Fait qu'on avait eu un téléphone d'Hydro-Québec et une demande aussi de Natashquan. Il nous apprend que le groupe Rémabec a d'abord négocié sa part du contrat avec Hydro-Québec. C'est un contrat gré à gré, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, si c'était fait complètement par on dirait que des gens qui ont de l'expérience là-dedans, c'est un contrat qui est fait complètement par une entreprise où tu as des gens habitués, avec beaucoup d'expérience. On le négocie et en finale, quand on a eu fini avec Hydro-Québec, on a dit ça, c'est la portion, dans notre langage, c'est la portion blanche. Et c'était combien, ça, la portion blanche? La portion blanche, c'est un contrat au-delà, je pense, c'est 27 ou 28 millions. Et pourtant, Hydro-Québec dit qu'ils ont versé 34 millions de dollars. Ça, après ça, quand on a eu fini, là, mes gens se sont retirés. Là, moi, avec les gens de Natashquan, on a négocié avec Hydro-Québec, ce qui était la portion formation main-d'œuvre, administration, profits et risques, qui donnait au-delà de 6 millions de dollars. Une sorte de dédommagement pour devoir travailler avec les Inuits. Quand les Inuits me disent qu'il n'y a pas d'argent qui est rentré dans les coffres de la communauté avec ce contrat-là de déboisement, est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Qu'il n'y a pas d'argent qui est rentré dans les coffres des Inuits? Il n'y a pas d'argent qui est rentré dans les coffres des Inuits. Les Inuits ont mis fin à leur alliance avec Rémabec. Depuis, Hydro-Québec est pris avec des milliers de mètres cubes de bois à vendre. Après la pause, volée de bois vert des citoyens contre Hydro-Québec. Hydro-Québec aurait pu facilement mettre ça sur le bord du chemin, puis nous autres, pour qu'on s'en serve comme bois de chauffage, à la limite. Voici ce que peu de gens peuvent voir. Des milliers de mètres cubes de bois qui se dégradent. À plus de 100 km au nord de l'embouchure de la rivière Romaine. De quoi remplir 1500 camions remorques. Du bois qui normalement aurait dû aller à la scierie de Rivière-Saint-Jean. Une autre co-entreprise des Inuits et de Rémabec. Une vieille scierie remise en état le temps du chantier. Moi, en tout cas, ce que je déplore, c'est qu'il y a eu une organisation là, qui a fait en sorte que c'est pas la communauté qui en bénéficie. Nous allons la visiter avec Joël Malek, un Innu de Nootaquan qui a étudié en génie forestier. La fameuse usine. La scierie a fermé de façon abrupte il y a 2 ans. C'est du bois qui a trop eu d'intempéries, là, puis même au sciage, c'est plus bon. Là, c'est vraiment juste bon pour faire du bois de chauffage. Là. Lorsque les nouveaux élus de Nootaquan ont mis fin au partenariat, Rémabec a sorti son équipement de l'usine. Ce qui en reste, c'est comme je te dis, c'est la squelette. Le cœur est plus là. Le cœur est plus là. Le cœur, les poumons, tu sais, tout ça est plus là. Depuis, le silence règne. Les Inuits ont perdu l'argent investi. Pendant 4 ans, la scierie a été alimentée par le bois coupé à la romaine. Hydro-Québec le vendait à un prix défiant toute concurrence. 10 $ le mètre cube, transport payé. C'est une fraction du prix régulier. C'est une manne parce que normalement, ça devrait coûter pas mal plus cher que ça. L'usine, dans sa cour, elle reçoit un mètre cube de bois commercial à 10 $. Vous n'avez pas l'air de vouloir croire ça. Non, c'est un peu... En général, quelqu'un qui achète du bois à une usine, vous ouvrez du bois qui apparaît prêt à être transformé dans ma cour d'usine. Ben, je vais être content si je peux l'avoir à 50, 70 $ livré usine. En vendant à ce prix, Hydro-Québec donne un net avantage à la scierie. Mais c'est une perte d'au moins 10 millions de dollars pour les contribuables. Au niveau de la vente, ce qu'on a fait, c'est des ententes avec les Inuits pour s'assurer qu'ils pouvaient avoir un certain bénéfice aussi de ça. Même si on ne payait pas le bois cher, étant donné la capacité de l'usine de le scier, et aussi qu'il fallait former du nouveau monde, on a fait un gros déficit avec la scierie. Et ce déficit a été épongé avec les profits réalisés au déboisement. D'abord, PFI a payé la filiale de Rémabec, Rébec. Rébec avait un contrat fixe.
Rébec, il est habitué de couper du bois. On a l'équipement, on a tout ce qu'il faut pour couper du bois à une vitesse assez surprenante. On est renommé dans la province. Okay? Mais on avait mis ça clair au tout début. Le contre-blanc, c'est à ce prix-là. Ce qui reste, c'est la somme prévue pour les Inuits. Il faut la maintenir 25 Inuits à l'emploi. OK? Puis après ça, toutes les dépenses qui connexent à ça. Comme il n'y a pas eu le nombre entendu de travailleurs Inuits, Hydro-Québec a retenu une partie de la somme destinée à leur formation. Le reste, 2 millions de dollars, a été englouti dans le déficit. Il n'y a pas d'argent qui est rentré dans les coffres des Inuits? Il n'y a pas d'argent qui est rentré dans les coffres des Inuits. À cause de la série? À cause de la série. Du contrat de déboisement qui devait leur apporter la richesse, les Inuits n'ont eu que leur salaire d'ouvrier. Et il y a eu moins de travailleurs que prévu. Le groupe Rémabec, lui, a eu accès à une nouvelle forêt, uniquement parce qu'il était associé avec les Inuits. Les beaux arbres, trop gros pour la scierie de Rivière-Saint-Jean, Rémabec a pu les garder pour une autre de ses filiales, Arbec, à Port-Cartier. Aujourd'hui, le déboisement se poursuit au chantier La Romaine, sans Rémabec. Les Inuits se sont trouvés un autre partenaire. Mais comme il n'y a plus de scierie, les billots s'accumulent depuis 3 ans, en attendant qu'Hydro-Québec trouve une destination à son bois. En Mingani, les résidents aimeraient bien chauffer leur maison avec ce bois, plutôt que de le laisser croupir sur le bord du chemin. Rien ne bouge et on se demande, nous aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce bois-là. Est-ce qu'il va pourrir là ou il va servir à d'autres choses? On ne sait pas. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour du bois de chauffage? La réponse au Québec, c'est non. On pourrait décider unilatéralement d'en disposer, mais ce qu'on souhaiterait faire, c'est de le faire en collaboration avec nos partenaires Inuits. Mais il semble y avoir une dispute entre les Inuits et leurs partenaires à eux. Hydro-Québec est pris entre l'arbre et l'écorce. C'est son bois, mais la scierie la plus proche appartient au groupe Rémabec. Si vous attendez que les Inuits et Rémabec s'entendent, ça peut peut-être prendre un certain temps, non? Oui, comme je le disais, il y a une limite qu'on va atteindre bientôt, parce qu'on ne laissera pas le bois pourrir là. On va devoir procéder. Une fois que le bois est rendu désuet pour le sciage, après ça, il devient bon pour la biomasse. Ce à quoi Joël Malek fait allusion, la biomasse, ce sont des résidus du bois, comme ceux qui vont alimenter les 2 futures usines liées au groupe Rémabec. Ça me fait plaisir, au nom du gouvernement du Québec, d'y apporter sa contribution d'un prêt de 30 millions de dollars. Elles viennent d'obtenir de l'aide financière des gouvernements. 76,5 millions de dollars en tout à Port-Cartier, sur la Côte-Nord. 3 millions à l'usine de Parent, en Haute-Mauricie. Le ministre Lessard est sous enquête par le commissaire à l'éthique pour avoir accordé cette subvention. Car le nouvel associé de Rémabec est Yvon Nadeau, l'ancien conseiller de longue date du ministre, alors responsable de la forêt. Le patron de Rémabec semble faire flèche de tout bois. Marie-Ève Bédard, de la garde rapprochée des libéraux pendant 8 ans, a agi comme lobbyiste pour obtenir le financement à Port-Cartier. Le directeur des communications de Rémabec, Pierre-Olivier Lucier, était l'attaché de presse du ministre de la Forêt. Son passage rapide chez Rémabec viole les règles déontologiques, a soulevé l'opposition. En avril 2015, l'attaché de presse du ministre des Forêts a quitté le ministère des Forêts pour aller immédiatement chez Rémabec, une grosse entreprise qui œuvre dans le secteur de la forêt. Et sans plus tarder, j'inviterai le premier ministre et député de Roberval, M. Philippe Couillard, à venir nous Celui entretenir. qui donne ici la parole à Philippe Couillard pour annoncer des subventions est l'ex-sous-ministre adjoint à la Forêt, Jean-Sylvain Lebel. 1 an plus tard, il s'inscrit comme lobbyiste pour le groupe Rémabec. Alors que tout va rondement pour Rémabec, les Inuits, eux, ont dû barrer la route du chantier pour attirer l'attention sur leur sort. Les Autochtones, et c'est très bien ici, veulent négocier avec nous d'égal à égal. Donc, on a négocié des contrats avec eux et ensuite, on ne va pas aller par-dessus leur épaule voir s'ils font de bonnes ententes. Des communautés autochtones, comme celle de Natashquan, ça fait pas 20 ans qu'ils sont en affaires. C'est récent. OK? Ce qui fait en sorte que, d'après moi, ils ont manqué d'encadrement. Autant l'encadrement de qu'est-ce qui se passe dans la société apparentée, autant divulguer l'information.
Comment les Inuits ont travaillé avec Rémabec pour fonder PFI, comment ils se sont partagés le partenariat, les pourcentages de revenus, de profits, l'organisation de Rivière-Saint-Jean. On n'est pas de ce côté-là. Donc, on n'a pas voulu s'immiscer là-dedans et ce n'est pas notre mandat de s'immiscer là-dedans. Le bois coupé sous les lignes électriques aussi est laissé en plan. Ici, des résidents viennent se servir en catimini, dans le bois abandonné, à la suite de la faillite d'un sous-traitant d'Hydro-Québec. Tout ce gaspillage de bois choque les résidents, qui vont bûcher pour se chauffer. Mais les feuillus, comme le bouleau ou le tremble, ça, on les a brûlés sur place. Puis ça, c'est un crime pour nous autres, en tout cas, près de Moisy ou près de cette île, on n'a pas beaucoup de boulot, puis c'est notre seul bois de chauffage dur, entre guillemets, là. Il n'y a pas de scierie pour recevoir les feuillus. Ils ont été soit laissés sur place et ennoyés, comme ici dans le réservoir de Romaine 2, ou brûlés. Hydro-Québec aurait pu facilement mettre ça sur le bord du chemin, puis nous autres, pour qu'on s'en serve comme bois de chauffage, à la limite. Et pas moyen de s'y rendre. Hydro-Québec a détruit le chemin. Quand on voit la route, on n'y a pas accès, c'est sûr. Là, on peut aller là à pied ou en 4 roues, mais on ne peut pas aller là avec nos camionnettes ou avec nos pick-up, ça, c'est certain. Salut! On a notre calvette qui est partie, puis, tu sais, c'est une job de sauvage, pareil. Parce que quand on regarde ça, là, ils sont venus ici, ils ont pris une pelle, ils ont enlevé à peu près le tuyau, ils ont mis la roche de côté, puis c'est fini, ils nous laissent ça de même, tu sais, c'est de même. Puis ils ont fait ça partout. Hydro-Québec affirme que c'est le gouvernement qui l'a obligé à agir ainsi. Hydro-Québec, il passe comme une tempête, là. Hydro-Québec, on s'en aperçoit, tout est fait, tout est fini. Pour Hydro-Québec, le déboisement est accessoire. De la petite monnaie dans les milliards de dollars consacrés au projet de la Romaine. Mais pour les Inuits, qui comptaient là-dessus pour améliorer leur sort, c'est un lendemain de veille difficile. On est en train de se battre avec Hydro-Québec pour dire, vous nous avez promis ça, est-ce que c'est possible, de ce qui reste du projet, de le faire comme que nous l'avez présenté dans vos études environnementales, puis que tout le monde soit satisfait, là, tu sais. Je pense que Hydro-Québec a berné plus qu'une personne dans toute cette histoire-là. Il y a eu des énergies qui ont été investies là-dedans par le Conseil. Des déplacements, des rencontres, mais zéro retombée. Si Nutaquan sort plus pauvre du 10 ans de la Romaine qu'ils étaient avant, bien, c'est certain que ça va être un dossier explosif pour cette communauté-là. Ça va être un problème pour eux. Ça va être un problème pour nous, pour l'ensemble de la région. Hydro-Québec vient d'annoncer à la communauté de Natashquan qu'elle va livrer 10 camions de bois de chauffage. Une infime quantité quand on sait qu'il y en a l'équivalent de 1500. Si vous désirez revoir nos reportages, rendez-vous sur notre site Internet, YouTube et tout.tv. L'émission est également en rediffusion à la télé les samedis et dimanches. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là et revenez-nous la semaine prochaine pour une autre enquête.